Après que mon bébé soit né prématurément, j'ai envoyé un texto au groupe de discussion familiale, nous sommes en soins intensifs néonatales. Veuillez prier. Ma tante a répondu avec des photos de plage d'Hawaï. Personne n'est venu. Un mois plus tard, toujours assise à la cafétéria de l'hôpital, j'ai vu 62 appels manqués et un message de mon frère, décroche. C'est grave. J'ai répondu. Et puis. Vous savez, j'ai toujours imaginé ma première expérience de maternité comme étant difficile mais belle, pleine de nuits blanches, bien sûr, mais entourée d'amour. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est un combat pour la vie de mon fils et une trahison choquante et déchirante de la part des personnes même sur lesquelles je pensais pouvoir compter. Je m'appelle Tiana. J'ai 32 ans. Et je n'aurais jamais pu imaginer le genre de force que je devrais trouver lorsque mon fils Noah est arrivé à seulement 28 semaines. Mon monde n'a pas simplement tremblé ce jour-là, il s'est complètement brisé. Je me souviens avoir envoyé un message à notre groupe de discussion familiale, les doigts tremblants, nous sommes en soins intensifs néonatales. Veuillez prier pour nous. La première réponse, 5 photos de ma tante Karen en vacances à Hawaï, avec la légende, Aloha de Maui. Le temps est parfait. Personne, pas un seul membre de la famille, ne nous a rendu visite pendant 4 semaines angoissantes. Puis, un après-midi à la cafétéria de l'hôpital, mon téléphone a explosé. 62 appels manqués. Un message frénétique de mon frère Jake répond. C'est grave. Je savais au fond de moi que quelque chose d'autre avait terriblement mal tourné. Avant Noah, ma vie me semblait assez complète. J'avais une carrière dans le marketing que j'aimais sincèrement, aidant les petites entreprises à réaliser leurs rêves. Chaque matin, je me réveillais excité par les défis créatifs qui m'attendaient. Mon mari, David, et moi étions mariés depuis 3 ans, vivant dans notre confortable appartement de 2 pièces à Seattle avec notre chat de sauvetage, Luna. Nous avions nos routines, nos endroits préférés pour le brunch du week-end et le rêve de fonder une famille. Ce jour a pris un détour long et douloureux. Pendant 2 ans, nous avons essayé de concevoir, pour finalement faire face au chagrin de 3 fausses couches. Chaque perte laissait une cicatrice plus profonde, une douleur vive qui semblait tout consumeur. Nous nous sommes accrochés l'un à l'autre, nous soutenant mutuellement dans le deuil écrasant. Les médecins ont effectué tous les tests, prescrit tous les médicaments, surveillé toutes les hormones. Ils ont appelé cela l'infertilité inexpliquée, ce qui ressemblait moins à un diagnostic qu'à une sentence cruelle et indéfinie. Peut-être devrions-nous faire une pause, a suggéré David un soir après notre 3e perte. Pas d'essayer, mais d'en faire le centre de notre attention. Voyageons. Redécouvrons ce qui nous rendait heureux avant. Il avait raison. Nous étions tellement absorbés par l'objectif d'avoir un bébé que nous avions oublié comment simplement être nous. Alors, nous avons planifié un voyage dans le Maine. 2 semaines de randonnée, de dégustation de fruits de mer frais et de simple reconnexion. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans cauchemars anxieux. C'est pendant ce voyage, dans cet espace paisible, que j'ai conçu Noah. Nous ne le saurions que 3 semaines plus tard, lorsque mes règles étaient en retard et que j'ai hésité à faire un test, essayant désespérément de ne pas trop espérer. Lorsque 2 lignes roses sont apparues, je n'arrivais pas à y croire. J'ai fait 3 autres tests juste pour être sûr avant d'appeler David au travail. Je suis enceinte, ai-je chuchoté, comme si le dire trop fort pouvait le faire disparaître. Le silence à l'autre bout du fil était terrifiant jusqu'à ce que j'entende un sanglot étouffé. J'arrive à la maison, fut tout ce qu'il dit. Ma relation avec ma famille élargie avait toujours été compliquée. Ma mère est décédée d'un cancer du sein quand j'avais 15 ans, laissant un vide que personne ne pouvait combler. Mon père s'est remarié 2 ans plus tard avec Eleanor, qui était gentille mais distante. Nous avons développé une relation cordiale, mais jamais le lien mère-fille auquel on aspire. Les sœurs de ma mère, Karen et Betty, ont adopté des approches différentes envers leur nièce. Tante Betty a fait de son mieux, m'invitant à des soirées pyjama et m'enseignant les recettes de ma mère. Mais tante Karen, c'était une autre histoire. En tant que sœur aînée de ma mère, elle semblait m'en vouloir pour des raisons que je n'ai jamais pleinement comprises. Peut-être que je lui rappelais trop ma mère. Ou peut-être qu'elle trouvait simplement des défauts à tout le monde. Je vois que tu as encore ces kilos en trop, commentait-elle lors des réunions de famille. Ou, quand j'avais ton âge, je possédais déjà une maison, pas seulement en location. Rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Mes cousins de son côté de la famille étaient toujours présentés comme la référence à laquelle je devais aspirer.
Quand j'ai annoncé ma grossesse à la famille lors d'un dîner du dimanche chez mon père, les réactions ont été au mieux mitigées. Eh bien, il était temps. Tu ne rajeunis pas, a fait remarquer Karen en sirotant son vin. Espérons que tu mèneras celle-ci à terme. Mon père a offert une brève félicitation avant de passer rapidement à la promotion récente de mon demi-frère. Seul mon jeune frère, Jake, a montré un véritable enthousiasme, me bombardant de questions sur les dates d'accouchement et les noms. Ne les laisse pas t'atteindre, a chuchoté David alors que nous rentrions à la maison. Nous allons être des parents incroyables avec ou sans leur soutien. J'ai essayé de le croire, mais la réponse tiède de ma famille m'a laissé un sentiment de vide. Tout au long de mon premier trimestre, j'ai envoyé des photos d'échographie à notre groupe de discussion familiale. Mon père répondait avec un emoji pouce levé. Tante Betty demandait occasionnellement comment je me sentais. Tante Karen ignorait les messages ou changeait de sujet. À mon deuxième trimestre, j'avais cessé de partager des mises à jour sauf avec Jake, qui répondait toujours avec enthousiasme. Lorsque nous avons appris que nous allions avoir un garçon, Jake a immédiatement envoyé un minuscule gant de baseball à notre appartement avec une note pour mon futur neveu MVP. Au fur et à mesure que mon ventre grossissait, mon excitation et mon anxiété augmentaient également. David et moi avons suivi des cours de préparation à la naissance, décoré la chambre d'enfant et fait des plans pour mon congé de maternité. Tout semblait progresser normalement. À 20 semaines, notre échographie morphologique a révélé un bébé en bonne santé avec 10 doigts, 10 orteils et tous les organes se développant correctement. C'est le bon, nous a assuré l'obstétricien avec un sourire. Tout semble parfait. Je voulais la croire plus que tout. Chaque semaine qui passait était une petite victoire. Chaque rendez-vous prénatal un obstacle franchi. J'ai lu tous les livres de grossesse que j'ai pu trouver, suivi tous les conseils sur la nutrition et l'exercice, et j'ai parlé à mon bébé constamment. Tu es déjà tellement aimé, lui disais-je tous les soirs, mes mains berçant mon ventre qui grossissait. Nous sommes impatients de te rencontrer, mais prends ton temps. Deviens fort d'abord. Je ne savais pas que ces mots me entraient dans les semaines à venir. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu pendant la semaine 27. Je me suis réveillé à 3 heures du matin avec un mal de dos sourd qui ne disparaissait pas quelle que soit la façon dont je me positionnais. Au petit déjeuner, j'ai remarqué des pertes rosâtres qui ont déclenché des sonnettes d'alarme dans ma tête. Je pense que nous devrions appeler le médecin, ai-je dit à David, essayant de garder ma voix stable. Nous étions à l'hôpital dans l'heure, où l'infirmière m'a branché à des moniteurs qui montraient que j'avais des contractions. Le visage du médecin est devenu grave en m'examinant. « Vous êtes en travail prématuré ?» a-t-elle expliqué. « Nous devons essayer de l'arrêter. » Ce qui a suivi était un flou de médicaments, de stéroïdes pour aider à la maturation des poumons du bébé et de surveillance constante. Pendant 3 jours, je suis resté allongé sur le lit d'hôpital, terrifié et priant pour que les contractions s'arrêtent. David a rarement quitté mon côté, dormant dans la chaise d'hôpital inconfortable et me tenant la main pendant le pire. Le 4e jour, malgré toutes les interventions médicales, ma poche des os s'est rompue. Nous ne pouvons plus attendre, nous a informé le médecin. Nous devons accoucher le bébé maintenant. J'ai été conduite en salle d'opération pour une césarienne d'urgence. La peur était accablante. À 28 semaines, je savais que les chances de notre bébé étaient meilleures qu'elles ne l'auraient été il y a encore une décennie. Mais quand même, il arrivait au monde dangereusement tôt. Sous les lumières vives de la salle d'opération, j'ai ressenti l'étrange sensation de tiraillement alors qu'il s'efforçait d'accoucher mon fils. L'absence de cris lorsqu'ils l'ont sorti a glacé mon sang. « Est-ce qu'il va bien ?» ai-je demandé désespérément, incapable de voir au-delà du champ opératoire. « Il respire », a répondu le médecin, mais son ton n'avait pas l'assurance dont j'avais désespérément besoin. L'équipe de soins intensifs néonatal est avec lui maintenant. David a embrassé mon front, déchiré entre rester avec moi et suivre notre fils. « Va avec lui », ai-je insisté. « Ne le laisse pas être seul. » Il a fallu des heures avant que je puisse voir Noah. Encore groggy à cause de l'anesthésie et souffrant de la chirurgie, j'ai été conduite dans l'unité de soins intensifs néonatal. Rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à la vue de mon minuscule fils. Seulement 1 kilogramme dans un incubateur connecté à plus de tubes et de fils que je ne pouvais en compter. Sa peau était presque translucide, ses yeux fermés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec l'aide d'un ventilateur. « Il est si petit », ai-je chuchoté, pressant ma main contre la barrière en plastique qui nous séparait. « Mais c'est un combattant », m'a assuré l'infirmière.
Ses signes vitaux sont stables pour l'instant. Le néonatologiste était gentil mais honnête au sujet du chemin à parcourir. Les prochaines 72 heures sont critiques, a-t-il expliqué. Ensuite, nous le prenons au jour le jour. Il sera probablement ici jusqu'à près de sa date prévue initiale si tout se passe bien. Cela signifiait 12 semaines à l'hôpital. 12 semaines d'incertitude. 12 semaines avant de pouvoir ramener notre fils à la maison. J'ai essayé d'absorber cette information à travers ma brume de douleur physique et de choc émotionnel. Cette nuit-là, seul dans ma salle de réveil pendant que David rentrait chez lui pour se doucher et prendre quelques affaires essentielles, j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé le message dans notre groupe de discussion familiale, Noah David est né aujourd'hui à 28 semaines. Au lieu de cela, elle a envoyé 5 photos de ses vacances à Hawaï avec la légende, Aloha de Moï. Le temps est parfait. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. Elle avait sûrement vu mon message. Elle comprenait sûrement la gravité de ce que nous traversions. J'ai attendu que quelqu'un d'autre réponde, mon père, tante Betty ou l'un de mes cousins, pour reconnaître ce qui s'était passé. Rien. Jake a été le seul à appeler immédiatement. Je suis tellement désolé, G. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? As-tu besoin que je vienne? J'ai craqué alors, sanglotant au téléphone. Il est si petit, Jake. J'ai tellement peur. Je vais essayer de prendre un vol ce week-end, a-t-il promis. Maman et papa sont-ils déjà passés? J'ai hésité. Personne n'a répondu sauf tante Karen avec des photos de vacances. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. C'est n'importe quoi, a-t-il finalement dit. Je vais appeler papa et lui faire savoir à quel point c'est grave. Mais même après l'intervention de Jake, les réponses ont été au mieux tièdes. Mon père a envoyé un texto, désolé d'apprendre les complications. Faites-nous savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pas de visite, pas d'appel. Tante Betty a envoyé un bref message priant pour le petit. Ces hôpitaux font des miracles de nos jours. C'était comme s'ils ne pouvaient pas saisir l'ampleur de ce qui se passait. Ou pire, ils ne s'en souciaient pas assez pour essayer. David était furieux quand il est revenu, et je lui ai montré les messages. Comment peuvent-ils être si insensibles? C'est leur chair et leur sang qui se battent pour sa vie. Peut-être qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est grave, ai-je suggéré, essayant de trouver des excuses pour eux-mêmes si mon cœur se brisait. Je vais les appeler, a proposé David. Mais j'ai secoué la tête. S'ils voulaient être là, ils le seraient, ai-je dit, la réalisation se posant comme une pierre dans ma poitrine. Nous devons nous concentrer sur Noah maintenant. C'est tout ce qui compte. Alors que les jours se transformaient en la première semaine, puis la deuxième, personne de ma famille n'est venu nous rendre visite. Pas de fleurs, pas de colis de soins, pas même un véritable appel téléphonique, juste des messages textes occasionnels demandant des nouvelles auxquelles je répondais avec le dernier poids de Noah ou une petite étape comme ouvrir les yeux ou passer du ventilateur à la CPAP. Le petit-fils du voisin de ma sœur était un prématuré et maintenant il joue au football, a écrit Karen en réponse à l'une de mes mises à jour, comme si cette assurance générique était tout ce dont j'avais besoin. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit d'eux. Au lieu de cela, j'ai investi toute mon énergie à être là pour Noah, à apprendre à prendre soin de lui dans les limites des règles des soins intensifs néonatales, à tirer mon lait toutes les 3 heures, jour et nuit, et à essayer de guérir de ma propre chirurgie. La vie aux soins intensifs néonatal a rapidement développé son propre rythme étrange. J'arrivais à 8 heures du matin, juste à temps pour le temps de soins de Noah, lorsque les infirmières vérifiaient ses signes vitaux, changeaient sa couche et m'aidaient avec le pot à pot, le contact peau à peau qui était l'une des rares façons dont je pouvais vraiment materner mon fils. Les soins intensifs néonatales étaient un monde étranger avec son propre langage et ses propres règles, le bip constant des moniteurs, le sifflement des ventilateurs, les conversations discrètes entre le personnel médical. J'ai appris à interpréter les chiffres sur les moniteurs de Noah pour savoir quelles alarmes étaient routinières et lesquelles signifiaient des problèmes. Je pouvais réciter ces statistiques quotidiennes comme un commentateur sportif, poids, saturation en oxygène, fréquence cardiaque, volume d'alimentation. Les infirmières sont devenues mes guides sur ce nouveau terrain. Maria, avec 20 ans d'expérience, m'a appris à toucher Noah sans submerger son système nerveux sensible. Jen m'a montré comment changer soigneusement sa couche autour des fils et des tubes. Thomas, l'infirmier de nuit aux mains douces, avait toujours des nouvelles prêtes quand j'appelais à 2 heures du matin, incapable de dormir à cause de l'inquiétude. Vous vous en sortez très bien, maman, me disait-il,
une assurance à laquelle je m'accrochais quand tout le reste semblait hors de contrôle. Entre les temps de soins, je m'asseyais près de l'incubateur de Noah pendant des heures, lisant des livres à voix haute ou lui parlant simplement à voix basse. Je lui ai parlé de la maison qui l'attendait, de son père qu'il aimait tant, du chat qui serait son premier ami. Parfois, je chantais des berceuses, sans me soucier de qui entendait ma voix fausse. Toutes les 3 heures, je me retirais dans la salle de tirage de lait, un petit espace avec 3 postes à rideaux où les mères des soins intensifs néonatales exprimaient du lait pour leurs bébés fragiles. C'est là que j'ai rencontré d'autres femmes vivant le même cauchemar. Les jumeaux de Sarah étaient nés à 26 semaines. La fille de Jessica avait une malformation cardiaque congénitale. Le fils de Monica avait le syndrome de Down et une occlusion intestinale. Différentes circonstances nous avaient amenés dans la même pièce, nos corps produisant du lait pour des bébés que nous pouvions à peine tenir. Ma belle-mère a dit que je devrais juste donner du lait maternisé puisqu'il ne peut pas encore être allaité de toute façon, a confié Jessica un après-midi alors que nous étions assises avec nos tire-laits. Elle ne comprend pas pourquoi je me fais subir ça. Ma sœur m'a demandé si j'étais toujours bloquée à l'hôpital toute la journée, a ajouté Monica en levant les yeux au ciel, comme si j'étais ici par choix. Ces femmes comprenaient ce que ma famille ne pouvait pas. Le deuil profond de quitter l'hôpital sans son bébé. La douleur physique de se remettre de l'accouchement tout en passant 12 heures par jour dans une chaise inconfortable. Le coup de fouet émotionnel de célébrer les plus petites victoires tout en vivant dans la peur constante de revers. Nous avons formé un groupe de discussion, nous assurant du bien-être des bébés de chacune et offrant un soutien lorsque le voyage devenait trop accablant. Elles sont devenues ma famille de soins intensifs néonatales, liée par une expérience que je n'aurais jamais choisie, mais que je ne pouvais pas affronter seul. David faisait de son mieux pour être présent, mais la réalité s'est vite installée. Son entreprise n'offrait que 2 semaines de congé de paternité, qu'il a dû prendre immédiatement après la naissance de Noah. Après cela, il est retourné au travail, venant à l'hôpital le soir et le week-end. « Je déteste vous quitter tous les deux », a-t-il avoué lors de son premier jour de retour au travail. C'est injuste. Nous avons besoin de ton assurance maladie plus que jamais, lui ai-je rappelé, et quelqu'un doit gagner de l'argent. Les factures ne vont pas s'arrêter parce que nos vies l'ont fait. La réalité financière de notre situation devenait plus claire chaque jour. Même avec l'assurance, le coût d'un séjour en soins intensifs néonatales était astronomique. Chaque jour ajoutait des milliers de dollars à notre dette médicale. Mon propre congé de maternité non payé avait commencé plus tôt que prévu, et avec le séjour prolongé de Noah à l'hôpital, je risquais de devoir retourner au travail avant même qu'il ne rentre à la maison. David et moi nous retrouvions à la cafétéria de l'hôpital pour dîner, prenant de la nourriture fade tout en discutant de la logistique, qui prendrait le quart du matin à l'hôpital, l'assurance avait-elle approuvé la dernière procédure, pouvions-nous négocier avec mon patron pour un congé plus long? Devrions-nous envisager de contracter un prêt pour couvrir les dépenses? Ces conversations pratiques nous permettaient de fonctionner, mais laissaient peu de place au traitement du traumatisme émotionnel que nous vivions. La nuit, seul dans notre lit, pendant que David dormait sur le canapé-lit pour me donner de l'espace pour me remettre, je sanglotais silencieusement dans mon oreiller, submergé par la peur. La culpabilité et la solitude. L'absence du soutien de ma famille devenait plus visible à chaque jour qui passait. Je parcourais les médias sociaux pendant les longues heures passées au chevet de Noah et voyais des nouvelles de leur vie. Mon père et ma belle-mère à un concert. Tante Karen postant sur un dîner de famille auquel je n'avais pas été invité. Des cousins se réunissant pour un week-end dans la maison de quelqu'un au bord du lac. La vie continuait pour eux comme si rien n'avait changé. Alors que mon monde s'était complètement brisé et reformé autour des soins intensifs néonatales, chaque photo, chaque mise à jour occasionnelle sur leur vie normale ressemblait à un rappel délibéré de mon exclusion, du peu d'intérêt qu'ils portaient au combat de Noah ou à ma lutte. J'ai essayé de repousser la douleur et de me concentrer sur ce qui comptait. Noah faisait des progrès lents mais constants. Il avait été transféré du ventilateur à la CPAP, une forme de soutien respiratoire moins invasive. Il tolérait de petites quantités de mon lait maternel par une sonde d'alimentation. Son poids était passé à 1,133 kg à la fin de la 2e semaine. Il fait tout ce que nous voulons voir, m'a assuré le docteur Patterson, le néonatologiste, lors des visites. Mais rappelez-vous, c'est un marathon, pas un sprint. Je me suis installé dans la routine des soins intensifs néonatales, trouvant de petits réconforts là où je le pouvais. La chaise inclinable près de l'incubateur de Noah est devenue ma 2e maison. J'ai tenu un journal de ses progrès quotidiens, documentant chaque étape, aussi petite soit-elle, la première fois qu'il a ouvert les yeux,
la première fois qu'il a enroulé toute sa main autour du bout de mon doigt, la première fois qu'il a reçu une alimentation complète sans déclencher d'alarme. Ces minuscules victoires m'ont soutenu dans les moments les plus sombres, les moments où l'isolement menaçait de tout submerger. En l'absence du soutien de ma famille, j'ai créé un nouveau système de soutien composé de professionnels de la santé, d'autres parents de soins intensifs néonatals et des quelques amis qui ont fait l'effort de prendre des nouvelles régulièrement. À la 4e semaine, Noah était passé à un berceau ouvert, maintenant sa propre température corporelle, une étape importante pour un prématuré. Il avait encore besoin d'une assistance en oxygène et d'une assistance à l'alimentation, mais il devenait plus fort chaque jour. Ses traits devenaient plus définis, moins étrangers, et plus semblables au bébé que j'avais imaginé pendant ma grossesse. Il a tonné, a remarqué David un soir alors que nous étions tous les deux au-dessus du berceau, un moment rare où nous étions tous les deux à l'hôpital ensemble. Et ton menton, ai-je ajouté doucement, caressant la joue de Noah avec un doigt. Il est parfait. C'étaient les moments qui valaient les interminables heures passées à l'hôpital. C'étaient les souvenirs que j'ai soigneusement enregistrés, sachant qu'un jour je raconterais à Noah l'histoire de ses débuts difficiles, et je voulais me souvenir non seulement de la lutte, mais aussi du triomphe. Le 28e jour de la vie de Noah, je m'étais installé dans la routine familière. Les visites du matin s'étaient bien passées. Noah pesait 1,417 kg, un poids qui semblait miraculeux compte tenu d'où nous avions commencé. Il prenait maintenant une plus grande partie de ses repas par la bouche, un signe prometteur que la sonde d'alimentation pourrait bientôt être retirée. Il sera peut-être prêt pour son premier bain approprié aujourd'hui, a suggéré Maria pendant le temps de soins du matin. Aimeriez-vous essayer? C'était une étape que j'attendais avec impatience. Les infirmières donnaient à Noah des bains d'éponge depuis sa naissance, mais ce serait différent, une chance de vraiment prendre soin de mon bébé d'une manière qui semblait normale. Certainement, ai-je acquiescé. Après le temps de soins de l'après-midi, avec quelques heures de libre, j'ai décidé de prendre une pause déjeuner appropriée. La cafétéria de l'hôpital n'était pas connue pour son excellence culinaire, mais elle offrait un changement de décor par rapport aux soins intensifs néonatals et une chance d'appeler David avec les bonnes nouvelles du bain. J'ai trouvé une table d'angle tranquille et j'ai déballé mon sandwich. Alors que je sortais mon téléphone pour appeler David, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'écran était rempli de notifications. 62 appels manqués, 28 messages textes, 9 messages vocaux. La plupart provenaient de Jake avec des horodatage indiquant qu'il essayait de me joindre depuis des heures. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que j'ouvrais le texte le plus récent. Tiana, réponds à ton téléphone. C'est grave. Les doigts tremblants, je l'ai rappelé. Il a répondu à la première sonnerie. Où étais-tu? Sa voix était tendue. J'essaie de te joindre depuis ce matin. Je suis aux soins intensifs néonatals comme toujours. Mon téléphone était en silencieux. La peur dans sa voix a crispé mon estomac. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une longue pause avant que Jake ne reprenne la parole. C'est tante Betty. Elle a eu un accident de voiture tôt ce matin. C'est assez grave, Tiana. Ils ne savent pas si elle va s'en sortir. Le monde a semblé basculer sur le côté. Tante Betty, la seule parente à part Jake qui m'avait montré de la gentillesse au fil des ans. Tante Betty, qui au moins avait envoyé des messages reconnaissant la naissance de Noah, même si elle n'était pas venue. Que s'est-il passé? J'ai réussi à demander. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge, l'a heurté du côté conducteur. Elle a des saignements internes et une blessure à la tête. Ils l'ont emmenée en chirurgie. La voix de Jake s'est légèrement brisée. Tout le monde est à l'hôpital mémorial maintenant. Papa a demandé pourquoi tu n'étais pas encore là. Un rire amer s'est échappé de ma gorge avant que je puisse l'arrêter. Il a demandé pourquoi je ne suis pas là. Tu es sérieux? Qu'est-ce que tu veux dire, Jake? Je suis assise avec mon fils prématuré aux soins intensifs néonatals depuis 4 semaines, et pas une seule personne de notre famille n'a pris la peine de nous rendre visite. Ni papa, ni Eleanor, ni tante Karen, ni aucun des cousins. Personne à part toi n'a même appelé pour prendre de nos nouvelles. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit que Jake traitait cette information. Ce n'est pas possible, a-t-il finalement dit. Ils ont dit qu'ils venaient régulièrement. Tante Karen a dit à tout le monde lors du dîner du dimanche la semaine dernière qu'elle t'apportait des repas et qu'elle était assise avec Noah pour que tu puisses te reposer. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Quoi? Elle a dit quoi?
Elle dit à tout le monde qu'elle te rend visite 3 fois par semaine, qu'elle apporte des repas faits maison à l'hôpital, qu'elle est assise avec Noah pendant que tu fais la sieste ou que tu te douches. La voix de Jake est passée de confuse à en colère. Elle a même montré à papa des photos de Noah qu'elle prétendait avoir prises elle-même. Mon esprit s'est précipité pour donner un sens à tout cela. Les seules photos que j'ai jamais envoyées à la conversation familiale sont celles que j'ai prises. Elle a dû les enregistrer et prétendre qu'elles étaient les siennes. Qu'en est-il des autres? Papa? Tante Betty, avant l'accident. Personne, Jake. Personne n'a été ici. Ma voix s'est brisée alors que tout le poids de la trahison me frappait. Ils savaient tous où nous étions. Ils savaient tous à quel point c'est grave, et personne n'est venu. Je pouvais entendre la respiration de Jake changer, je pouvais pratiquement sentir sa colère à travers le téléphone. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'arrêtais pas de demander pourquoi il ne parlait pas plus de Noah, et Karen disait toujours que tu voulais de l'intimité, que tu en avais marre que tout le monde demande des nouvelles. C'est le contraire de la vérité. J'envoie des nouvelles à la conversation familiale tous les quelques jours, et la plupart du temps, personne ne répond même. Je n'ai pas vu ces messages. Je me demande si elle a créé un groupe distinct sans moi. Il y a eu un bruit de mouvement comme si j'écarpentais. C'est incroyable. J'ai essuyé mes larmes, consciente que les gens aux tables voisines commençaient à remarquer ma détresse. Je ne peux pas quitter Noah pour venir à Mémorial. Il est encore trop fragile, et je dois être là pour ses temps de soins. Je comprends. J'irai, mais Tiana, ce n'est pas fini. Ils ne peuvent pas s'en tirer en vous traitant, toi et Noah, comme ça. Après avoir raccroché avec Jake, je suis resté figé sur la chaise de la cafétéria, mon sandwich intact. L'ampleur de ce que je venais d'apprendre était presque trop forte pour être traitée. Non seulement ma famille m'avait abandonné pendant l'expérience la plus traumatisante de ma vie, mais tante Karen avait activement menti à ce sujet, prétendant être solidaire alors qu'elle me laissait me débattre seule. Pourquoi? Quelle raison possible pouvait-elle avoir pour une telle cruauté? Et comment tous les autres avaient-ils accepté ces mensonges sans poser de questions, sans jamais se soucier de m'appeler directement ou de vérifier ses affirmations? Le souvenir de toutes ces nuits où je m'étais endormi en pleurant, me demandant pourquoi ma famille ne se souciait pas assez de me rendre visite, prenait maintenant une nouvelle dimension de trahison. Ce n'était pas une simple négligence. C'était une tromperie délibérée. J'ai vérifié l'heure, réalisant que je devais retourner aux soins intensifs néonatales pour les soins de l'après-midi de Noah. Malgré la bombe émotionnelle, les besoins de mon fils passaient en premier. Je devrais traiter cette révélation plus tard. Alors que je retournais aux soins intensifs néonatales, mon téléphone a vibré avec un message de Jake, je viens d'arriver à Mémorial. Tout le monde est là. Nous te tiendrons au courant de l'état de tante Betty bientôt, et je vais aller au fond de cette situation. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai franchi les portes des soins intensifs néonatales, déterminé à être présente pour Noah, malgré la tempête qui faisait rage en moi. Il méritait une mère capable de mettre de côté sa propre douleur pour prendre soin de lui. Et c'était exactement ce que j'avais l'intention d'être. 2 jours après la révélation des mensonges de tante Karen, Jake est arrivé aux soins intensifs néonatales, son visage mêlant épuisement et détermination. Il avait partagé son temps entre les 2 hôpitaux, prenant des nouvelles de tante Betty, qui restait dans un état critique mais avait survécu à son opération, et venant rencontrer son neveu pour la première fois. « Oh mon Dieu !» a-t-il chuchoté lorsqu'il a vu Noah pour la première fois dans son berceau ouvert. « Il est si petit. 1,474 kg ce matin, ai-je dit fièrement, presque 454 grammes de plus que son poids à la naissance. » Les yeux de Jake se sont remplis de larmes alors qu'il touchait doucement la main de Noah avec un doigt. « Il est parfait, Tiana. Absolument parfait. » L'infirmière a montré à Jake comment bien désinfecter ses mains et ses bras avant de l'aider à s'installer dans le fauteuil inclinable pour sa première séance de peau à peau avec son neveu. J'ai regardé le visage de mon frère se transformer de nerveux à abasourdi alors que l'infirmière plaçait Noah contre sa poitrine. « Je peux sentir son cœur battre, a dit Jake doucement. C'est si rapide. C'est normal pour les prématurés, lui ai-je assuré. Tous chez eux travaillent à temps plein. Pendant 1 heure, Jake est resté immobile, craignant de déranger le minuscule bébé qui dormait sur sa poitrine. J'ai pris des photos, voulant immortaliser ce moment d'amour pur au milieu de tout le chaos. Lorsque l'infirmière est venue remettre Noah dans son berceau pour sa prochaine évaluation, Jake a semblé souffrir physiquement de le laisser partir. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne l'ont pas vu,
a-t-il dit une fois que Noah a été installé. Je n'arrive pas à croire qu'ils n'ont pas été là pour toi. La colère dans sa voix correspondait à ce qui s'était construit en moi depuis notre appel téléphonique. Que as-tu découvert, ai-je demandé, le conduisant à la salle familiale des soins intensifs néonatales où nous pouvions parler en privé. C'est pire que ce que nous pensions, a dit Jake, passant une main dans ses cheveux. Karen t'isole systématiquement de la famille depuis des mois, voire des années. Après que tu as annoncé ta grossesse, elle a commencé à dire à tout le monde que tu voulais de l'espace, que tu étais stressé et que tu avais besoin d'un contact minimal. J'ai secoué la tête avec incrédulité. Cela n'a aucun sens. Pourquoi quelqu'un croirait-il cela? Parce qu'elle l'a fait progressivement, et elle est convaincante. Elle disait des choses comme « Je viens de parler à Tiana hier, et elle a demandé de l'intimité pour le moment. » Ou « Tiana est submergée de visiteurs. Elle a besoin d'une pause. » Mais personne n'a pensé à m'appeler directement. J'ai qu'à soupirer. Tu sais comment est notre famille. La communication n'a jamais été notre point fort depuis la mort de maman. Tout le monde s'en remet à Karen parce qu'elle est la plus âgée et qu'elle s'est positionnée comme la matriarche de la famille. Il a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran d'un groupe de conversation familiale distinct dont je ne faisais pas partie. Il contenait des messages de Karen mettant à jour tout le monde sur l'état de Noah, partageant les photos que j'avais envoyées à la conversation de groupe d'origine, mais agissant comme si elle les avait prises elle-même, et impliquant constamment que j'étais trop fragile pour les visites ou les appels. Elle a même dit à papa que tu lui as spécifiquement demandé de ne pas venir parce que le voir te rappellerait trop maman et tu ne pouvais pas gérer ce stress émotionnel en plus de tout le reste, a ajouté Jake. C'est un non-sens absolu, ai-je dit, ma voix s'élevant suffisamment pour qu'une infirmière de passage nous lance un regard inquiet. J'ai baissé le ton. J'aurais tout donné pour avoir le soutien de ma famille ces dernières semaines. Je sais, j'ai qu'à serrer ma main. Et maintenant, ils le savent aussi. Quand je suis arrivé à Mémorial et que tout le monde a demandé pourquoi tu n'étais pas là, je leur ai dit la vérité, que tu étais seul aux soins intensifs néonatales depuis un mois, que personne n'était venu te rendre visite et que tu n'avais aucune idée de l'état de tante Betty parce que personne ne s'était soucié de maintenir un véritable contact avec toi. Comment ont-ils réagi? Papa était sous le choc. Il n'arrêtait pas de dire que Karen lui avait dit que tu recevais tout le soutien dont tu avais besoin, que tu allais bien. La fille de tante Betty, Lisa, était furieuse. Elle a dit que Karen lui avait expressément dit de ne pas vous rendre visite car l'unité de soins intensifs néonatales, U1, avait des restrictions de visiteurs strictes et que vos places étaient toutes prises par papa et Karen. Chaque nouveau mensonge était comme une nouvelle trahison. Des gens avec qui j'avais grandi, des gens qui auraient dû savoir mieux, avaient permis à une seule personne de dicter leur relation avec moi pendant la période la plus vulnérable de ma vie. Je veux la confronter, dis-je, une nouvelle résolution se renforçant en moi. Je veux que tout le monde entende ce qu'elle a fait. J'ai caqué ça. Je pensais que tu dirais ça. J'ai organisé un appel vidéo pour ce soir. Tout le monde sera dans la chambre d'hôpital de tante Betty, et nous pouvons te connecter d'ici. Ils veulent tous voir Noah et entendre directement ce que tu as à dire. L'idée d'affronter tout le monde, d'exposer la vérité de mon isolement, était à la fois terrifiante et nécessaire. Pour le bien de Noah et pour le mien, je devais reprendre ma voix au sein de ma famille. Ce soir-là, alors que Noah dormait paisiblement dans son berceau à côté de moi, j'ai qu'appelé depuis la chambre d'hôpital de tante Betty. Sur mon écran sont apparus les visages de ma famille rassemblés autour d'un ordinateur portable, mon père paraissant plus âgé que je ne me souvenais, Eleanor, sa main sur son épaule, les cousins Lisa et Marc, les enfants de tante Betty, et là, au bord du cadre, tante Karen, son expression soigneusement neutre. Gianna, commença mon père, sa voix chargée d'émotion. Jake nous dit qu'on nous a induits en erreur sur ta situation. Avant que je puisse répondre, j'ai incliné mon téléphone pour leur montrer Noah. Voici votre petit-fils, papa. Votre neveu, Lisa et Marc. Votre petit-neveu, tante Karen. Il a 4 semaines aujourd'hui, et aucun de vous ne l'a rencontré. Il y eut une inspiration collective lorsqu'ils virent Noah pour la première fois, si petit dans son berceau avec des moniteurs attachés à son petit corps. Oh, Gianna, murmura Lisa. Il est magnifique. Mon père dit, ses yeux ne quittant pas l'image de Noah sur l'écran, Karen nous a dit que l'usin restreignait les visites en raison des risques d'infection. Elle a dit que seuls les parents et les grands-parents étaient autorisés, et que tu lui avais demandé d'y aller à ma place parce que je te rappelle trop ta mère. Je suis repassé à ma webcam. C'est un mensonge.
L'usin autorise 4 visiteurs désignés par bébé. David et moi sommes 2. Jake est maintenant le 3e. Nous avons gardé la 4e place, en espérant que quelqu'un de notre famille la voudrait. Karen a dit que tu allais bien, que tu avais beaucoup de soutien, ajouta Mark, son expression troublée. J'ai été seul, dis-je, incapable de retenir la douleur dans ma voix. David doit travailler pour maintenir notre assurance. Je suis assise dans cet hôpital pendant 12 heures par jour, à regarder mon fils se battre pour sa vie sans aucun soutien familial, sauf les appels téléphoniques de Jake. Je tire mon lait toutes les 3 heures jour et nuit, je me remets d'une césarienne, je dois prendre des décisions médicales et m'occuper des papiers d'assurance, tout en étant terrifié que mon bébé ne survive pas, et aucun de vous ne m'a appelé directement pour prendre de mes nouvelles. Le silence qui suivit était lourd de honte. Tous les visages à l'écran, à l'exception de celui de Karen, montraient du choc et du remords. Pourquoi ? Demandai-je finalement, en regardant directement Karen. Pourquoi mentir à tout le monde ? Pourquoi m'isoler quand j'avais le plus besoin de ma famille ? Le visage de Karen resta impassible. Je protégeais la famille de ton drame. Tu as toujours cherché l'attention, comme ta mère. Toujours la victime, toujours besoin que tout le monde laisse tomber ce qu'il fait pour ta crise. La cruauté de ces paroles me laissa momentanément sans voix. Comment oses-tu ? La voix de Jake était dure de colère. Le fils de Gianna est à l'usin. Ce n'est pas du drame ou de la recherche d'attention. J'ai rendu visite une fois, continua Karen comme si Jake n'avait pas parlé. La première semaine, tu dormais, alors je ne t'ai pas réveillé. J'en ai vu assez pour savoir que les infirmières avaient tout sous contrôle. Il n'était pas nécessaire que toute la famille bouleverse sa vie. Tu n'es jamais venu, dis-je, retrouvant ma voix. Pas une seule fois. Si tu étais venu, n'importe quelle infirmière se souviendrait de toi, et elle t'aurait enregistré comme visiteur dans notre dossier. Tu es en train de me traiter de menteuse. La voix de Karen s'éleva sur la défensive. Oui, dis-je simplement. Je te traite de menteuse. Tu as menti à tout le monde en disant que tu m'avais rendu visite. Tu as menti en disant que j'avais demandé de l'intimité. Tu as menti sur les règles de l'usin. Et tu as volé les photos que j'ai envoyées dans le chat familial pour faire croire que tu les avais prises toi-même. Les visages sur mon écran se tournèrent vers Karen, qui était maintenant visiblement troublée. J'essayais d'épargner à tout le monde les mises à jour médicales constantes et le drame, insista-t-elle. Personne n'a besoin d'entendre chaque détail sur chaque once que le bébé prend ou chaque résultat de test. Ce n'était pas à toi de décider, dit mon père, sa voix plus dure que je ne l'avais entendue depuis des années. C'était à nous de décider. Tu as enlevé ce choix à chacun d'entre nous. Ce qui suivit fut douloureux mais nécessaire. Un par un, les membres de la famille partagèrent ce que Karen leur avait dit sur moi, sur Noah, sur la situation. La toile de mensonges était si vaste qu'il fallut près d'1 heure pour tout démêler. Tout au long de la conversation, Karen alterna entre justifications défensives et affirmations larmoyantes selon lesquelles elle n'avait fait qu'essayer d'aider. À la fin de l'appel, des limites avaient été tracées. Mon père et Eleanor allaient venir rencontrer Noah le lendemain. Lisa et Mark viendraient quand ils pourraient quitter le chevet de tante Betty, et Karen s'était fait dire en termes non équivoques que sa manipulation ne serait plus tolérée. Je veux être très clair, dis-je avant de terminer l'appel. Je suis concentré sur Noah en ce moment. Sa santé et son bien-être sont ma priorité. Je n'ai pas l'énergie émotionnelle pour maintenir des relations avec des personnes qui ne peuvent pas me respecter ou qui apportent de la négativité dans nos vies. À l'avenir, je choisirai avec soin qui fera partie de notre cercle familial. La relation de sang ne suffit pas. Avec ces mots, j'ai déconnecté l'appel, émotionnellement épuisé mais étrangement plus légère, comme si un fardeau que je portais depuis des années avait enfin été déposé. Le matin après l'appel vidéo, je suis arrivé à l'usin pour trouver mon père et Eleanor déjà là, étant venu tôt pour parler au médecin avant mon arrivée. Voir mon père debout devant la chambre de Noah, son visage gravé d'une combinaison d'émerveillement et de regret alors qu'il regardait à travers la fenêtre son minuscule petit-fils, débloqua quelque chose dans ma poitrine. « Papa, dis-je doucement, en m'approchant de lui. » Il se retourna, et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je le vis pleurer ouvertement. « Gianna, je suis tellement désolé. J'aurais dû savoir mieux. J'aurais dû t'appeler directement. Je voulais maintenir ma colère pour le tenir responsable de son absence. Mais voir son remords sincère affaiblit ma résolution. Tu aurais dû, convenais-je. Mais tu es là maintenant.
Eleanor s'avança, son comportement habituellement réservé remplacé par une inquiétude sincère. Nous avons apporté des choses pour toi et Noah, dit-elle en indiquant un grand sac à ses pieds. Les infirmières nous ont dit ce qui pourrait être utile. À l'intérieur du sac se trouvaient des vêtements doux pour prématurés, un journal spécialement conçu pour que les parents de Luzin suivent les étapes importantes, une carte cadeau pour le café de l'hôpital, des pantoufles confortables pour moi et plusieurs livres à lire à Noah. Les infirmières nous ont également donné des instructions détaillées sur la façon de visiter correctement, ajouta mon père. Nous sommes ici depuis 1 heure à apprendre les protocoles et à obtenir nos badges de visiteurs. Leur effort était un point de départ, un geste qui reconnaissait la profondeur de leur négligence antérieure. Ensemble, nous sommes entrés dans la chambre de Noah où une infirmière vérifiait ses signes vitaux. « Bonjour, petit homme, dit-elle joyeusement à Noah. Tu as de la visite aujourd'hui. » Après s'être lavé les mains et les bras conformément au protocole de Luzin, mon père et Eleanor ont été présentés à leur petit-fils correctement. J'ai regardé mon père stoïque se transformer sous mes yeux, ses expressions s'adoucissant alors que l'infirmière expliquait comment toucher Noah doucement. « Il connaît déjà la voix de sa mère, leur dit l'infirmière. Parlez-lui. Laissez-le apprendre vos voix aussi. » Mon père se pencha près du berceau. « Bonjour, Noah, dit-il, sa voix inhabituellement douce. Je suis ton grand-père. Je suis désolé d'être en retard à la fête, mais je promets que je serai là à partir de maintenant. » Cette promesse marqua le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de notre famille. Au cours des semaines suivantes, alors que Noah continuait de se renforcer, mon système de soutien s'est élargi. Mon père est venu tous les 2 jours, apportant souvent de la nourriture pour David et moi ou offrant de s'asseoir avec Noah pour que je puisse prendre une douche ou une sieste dans la salle familiale. Lisa et Marc, une fois que tante Betty s'est stabilisée, sont également devenus des visiteurs réguliers, s'émerveillant des progrès de Noah et apportant de petits cadeaux à chaque fois qu'il venait. Même certains de mes cousins, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient été manipulés par Karen, ont tendu la main avec des messages de soutien et des offres d'aide. Mais le développement le plus surprenant s'est produit lorsque tante Betty s'est finalement réveillée, se remettant de son accident, et a demandé à me contacter par appel vidéo depuis sa chambre d'hôpital. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, dit-elle, son visage encore meurtri par l'accident. Karen a toujours été jalouse de ta mère et, par extension, de toi. Je l'ai laissé prendre le contrôle des communications familiales parce que cela semblait plus facile, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Pourquoi était-elle jalouse de ma mère ? Demandai-je, une question qui persistait depuis des années. Tante Betty soupira. Ta mère a toujours été la préférée, celle qui a eu les opportunités et les éloges. Karen était la responsable, celle qui est restée près de chez elle et s'est occupée de nos parents. Mais ta mère était celle que tout le monde adorait. Quand elle est morte si jeune, laissant derrière elle une fille qui lui ressemble, je pense que c'était trop pour Karen à supporter. Cette explication n'excusait pas le comportement de Karen, mais elle offrait un contexte à une vie de cruauté subtile qui avait culminé dans cette ultime trahison. Comprendre la racine de ses actions n'a pas guéri la blessure, mais cela m'a aidé à reconnaître que son comportement n'avait jamais vraiment été à propos de moi du tout. Quant à Karen elle-même, elle avait été effectivement ostracisée du cercle intime de la famille. Après que la vérité ait éclaté, personne n'était disposé à lui faire confiance comme avant. Elle a fait une tentative de visite à Luzin, se présentant sans prévenir avec un ours en peluche pour Noah. Je suis sa grand-tante, protesta-t-elle lorsqu'on l'arrêta à l'entrée de Luzin. J'ai tout à fait le droit de le voir. Non, tu n'as pas, lui dis-je fermement lorsque l'infirmière m'appela à la réception. Tu as perdu ce droit quand tu as menti à toute notre famille et m'as laissé affronter cela seul. Les seules personnes qui ont le droit de voir Noah sont celles qui ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance pour nous soutenir. Elle partit en larmes, envoyant plus tard un long courriel justifiant ses actions et se positionnant comme la victime d'une conspiration familiale. Je l'ai supprimé sans répondre. Certaines relations ne valaient pas la peine d'être sauvées, pas lorsqu'elles apportaient constamment de la douleur plutôt que du réconfort. Avec le drame familial quelque peu réglé, je pouvais me concentrer plus pleinement sur Noah et son développement. À sa 6e semaine, il avait atteint 4 livres et prenait la plupart de ses repas par la bouche, des étapes importantes qui nous rapprochaient de la possibilité de rentrer à la maison. Les infirmières de Luzin, qui étaient devenues comme une famille, ont célébré chacune de ces réalisations avec nous. Sophia, en particulier, s'était intéressée de près à notre cas. J'ai eu un prématuré, moi aussi, il y a 20 ans, confia-t-elle un soir pendant un quart de travail tranquille. 26 semaines, un livre 10 onces.
Il est à l'université maintenant, étudiant l'ingénierie. Ces petits combattants grandissent pour faire des choses incroyables. Ces paroles étaient exactement l'encouragement dont j'avais besoin pendant les moments les plus difficiles, lorsque les progrès semblaient lents ou lorsque Noah avait des revers, comme tous les bébés de l'usin en ont inévitablement. Il y a eu la semaine où il a eu du mal avec les épisodes de bradycardie, son rythme cardiaque baissant de façon inattendue. Le jour terrifiant où il a dû être remis sous oxygène après avoir attrapé un léger rhume d'un membre du personnel. La période frustrante où il semblait avoir oublié comment coordonner la succion et la déglutition, nécessitant la réinsertion de la sonde d'alimentation. À travers chaque défi, mon nouveau système de soutien s'est rallié autour de nous. Les parents de David, qui vivaient à l'autre bout du pays et n'avaient pas pu voyager immédiatement après la naissance de Noah, sont finalement arrivés pour une visite de 2 semaines, nous apportant une aide supplémentaire et donnant à David et à moi la chance de dîner en dehors de l'hôpital pour la première fois depuis la naissance de Noah. Mes amis mamans de l'usin sont restés une source constante de réconfort, surtout quand certains de leurs bébés ont commencé à sortir. La fille de Jessica est rentrée à la maison après 8 semaines avec un plan de surveillance pour sa maladie cardiaque. Le fils de Monica a été transféré dans un hôpital spécialisé pour sa chirurgie, mais on s'attendait à ce qu'il rentre à la maison par la suite. Chaque histoire de réussite m'a donné l'espoir que le tour de Noah viendrait aussi. Et puis il y avait Jake, qui s'était révélé être le meilleur oncle et frère que je pouvais demander. Il avait temporairement déménagé à Seattle, prenant un congé de son emploi à Chicago pour nous aider à traverser cette période difficile. Il apportait des vêtements propres à l'hôpital pour moi, s'occupait des courses et de la préparation des repas pour David, et passait des heures au chevet de Noah pour que David et moi puissions parfois nous reposer en même temps. C'est ce que fait la famille, disait-il simplement quand j'essayais de le remercier. Nous nous présentons les uns pour les autres quoi qu'il arrive. C'était un rappel profond de ce que la famille devrait être, en contraste frappant avec ce que j'avais vécu avec une grande partie de ma famille élargie pendant la majeure partie de ma vie. Dans le creuset de ce parcours à l'usin, la vraie signification de la famille se redéfinissait sous mes yeux. Il s'agissait moins de liens de sang que de savoir qui choisissait de se tenir à vos côtés lorsque la vie était à son plus dur. Alors que la date de sortie de Noah commençait à ressembler à une possibilité réelle plutôt qu'à un rêve lointain, je me suis retrouvé à réfléchir à la façon dont cette expérience m'avait transformé. La femme qui était entrée à l'usin cette semaine plus tôt, terrifiée et dépassée, avait été remplacée par quelqu'un de plus fort, de plus affirmé et de plus clair sur ses priorités. J'avais appris à défendre farouchement mon enfant, à remettre en question les décisions médicales si nécessaire et à insister sur des explications que je pouvais comprendre. J'avais trouvé le courage de fixer des limites aux membres toxiques de ma famille, en donnant la priorité au bien-être de Noah et à ma propre santé mentale plutôt qu'à l'obligation ou à la tradition. J'avais découvert des réserves de force que je ne savais pas posséder, endurant des semaines d'incertitude et de peur sans craquer. Plus important encore, j'avais appris que la famille était quelque chose que l'on pouvait choisir et créer, et pas seulement hériter. Les liens forgés à l'usin avec d'autres parents, avec des infirmières compatissantes, avec mon frère fidèle et mon père nouvellement présent, étaient tout aussi réels et précieux que tout ce défini par la génétique. Après 8 semaines et 3 jours à l'usin, Noah a finalement été autorisé à rentrer à la maison. À 5 livres de hausse, il était encore minuscule par rapport au bébé né à terme. Mais il avait rempli tous les critères de sortie, en maintenant sa température corporelle, en s'alimentant régulièrement par la bouche, en prenant du poids régulièrement et en respirant sans aide. Le matin où nous nous préparions à quitter l'hôpital était rempli d'émotions conflictuelles, joie et excitation, certainement, mais aussi anxiété à l'idée de prendre soin de lui sans le soutien constant de l'équipe médicale. Les moniteurs qui avaient suivi chaque battement de son cœur et chaque respiration ne rentreraient pas à la maison avec nous, une perspective à la fois libératrice et terrifiante. Vous êtes prête pour ça, m'assura Maria alors qu'elle nous aidait à rassembler les affaires de Noah. Vous vous êtes entraînés pendant 8 semaines. Vous connaissez ce bébé mieux que quiconque. Le personnel de l'usin nous avait préparé minutieusement, insistant pour que David et moi démontrions notre compétence dans tous les aspects des soins de Noah avant que sa sortie ne soit envisagée. Nous avions appris la RCP pour nourrissons, comment reconnaître les signes de détresse, comment administrer les vitamines et les suppléments de fer dont il aurait besoin, et les techniques d'alimentation précises qui fonctionnaient le mieux pour lui. Pourtant, quitter le filet de sécurité de l'usin était intimidant. Et si quelque chose arrivait ? Demandai-je à David la veille de la sortie alors que nous préparions la chambre d'enfant à la maison. Et si nous manquons quelque chose que les moniteurs auraient détecté ? Alors nous nous en occuperons, dit-il fermement, assemblant le berceau incliné spécial recommandé pour les problèmes de reflux persistants de Noah.
Nous avons le pédiatre en composition abrégée. Nous avons notre rendez-vous de suivi à Luzin la semaine prochaine, et nous avons l'un l'autre. Nous pouvons le faire, Gianna. Sa confiance renforça la mienne, et le matin, je me sentais prête à franchir cette nouvelle étape de notre voyage. Jake était resté à notre appartement pendant la nuit, nettoyant et préparant un dîner spécial de bienvenue à la maison. Mon père et Eleanor avaient rempli notre réfrigérateur et notre garde-manger de repas pour les semaines à venir. David avait transformé la chambre d'enfant, l'adaptant aux besoins d'un prématuré plutôt qu'au bébé à terme que nous attendions. Les lumières vives du plafond avaient été remplacées par des lampes plus douces pour protéger les yeux sensibles de Noah. Un humidificateur maintenait le niveau d'humidité optimal pour ses poumons encore en développement. Le moniteur pour bébé était le modèle le mieux noté, conçu pour détecter même les moindres changements dans les schémas respiratoires. Quand nous avons finalement franchi les portes de l'hôpital, Noah installé dans son siège auto avec des inserts spéciaux pour prématurés, cela semblait surréaliste. Le monde extérieur semblait trop bruyant, trop lumineux, trop rempli de germes potentiels pour notre bébé fragile. David a conduit à exactement 5 miles en dessous de la limite de vitesse, prenant des virages avec une lenteur exagérée pendant que j'étais assise à l'arrière à côté de Noah, surveillant chaque respiration. En arrivant à la maison, nous avons été accueillis par un petit comité de bienvenue. Jake, mon père, Eleanor et Lisa s'étaient réunis avec des ballons et une banderole sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue à la maison, Noah ». Leur excitation était tempérée par la compréhension, gardant leur voix basse et s'assurant que tout le monde avait utilisé un désinfectant pour les mains avant que nous n'entrions dans l'appartement. « Nous ne resterons pas longtemps, promit mon père. Nous voulions juste vous voir vous installer. » Fidèle à sa parole, après une brève célébration et quelques photos, ils nous ont laissé nous adapter à notre nouvelle réalité de famille de 3 à la maison pour la première fois. Le calme qui s'ensuivit après leur départ était à la fois paisible et intimidant. Pendant 8 semaines, Noah avait été entouré des sons ambiants de Luzin, du bourdonnement constant des machines et des conversations douces des infirmières. Maintenant, nous n'étions que tous les 3 dans notre appartement, le tic-tac de l'horloge soudainement fort dans le silence. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je à David, à moitié en plaisantant, alors que nous restions là à regarder Noah, dormant dans son berceau. « Maintenant, nous vivons, dit-il simplement, en passant son bras autour de moi. Un jour à la fois. Ces premières semaines à la maison ont établi un nouveau rythme pour notre famille. Noah avait besoin de manger toutes les 3 heures, jour et nuit, un horaire qui nous laissait épuisés mais reconnaissants. Chaque once qu'il prenait était une victoire. Chaque cycle de sommeil paisible était un cadeau. Chaque sourire, bien que les médecins aient insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que de réflexes à cet âge, ressemblait à un message personnel de résilience. À 2 mois, bien qu'il n'ait que l'équivalent d'un nouveau-né de 2 semaines en âge ajusté, Noah s'épanouissait d'une manière qui étonnait même ses médecins. Son développement était étroitement surveillé par des examens hebdomadaires et la clinique de suivi spécialisée pour les prématurés. Mais jusqu'à présent, il ne montrait aucun signe des complications à long terme qui affectent souvent les bébés nés si tôt. C'est pendant cette période d'adaptation et d'optimisme prudent que nous avons reçu l'invitation à la fête de bienvenue à la maison de tante Betty. Elle avait passé 6 semaines à l'hôpital et dans un centre de réadaptation après son accident, et la famille se rassemblait pour célébrer son retour à la maison. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, dit David quand je lui ai montré l'invitation. Personne ne nous reprocherait de rester à la maison avec Noah. Mais j'ai senti qu'il était important d'y assister, non seulement pour soutenir tante Betty, qui était devenue une alliée inattendue, mais aussi pour redéfinir ma place au sein de la famille selon mes propres conditions. De plus, Jake avait confirmé que tante Karen serait là, et même si la confrontation n'était pas mon objectif, je devais établir des limites claires en personne. Après avoir consulté le pédiatre de Noah, nous avons pris des dispositions pour y assister pendant une brève période avec des précautions strictes pour protéger le système immunitaire encore vulnérable de Noah. Il resterait à la maison avec une infirmière de confiance de Luzin qui s'occupait occasionnellement de soins privés, ce qui nous permettrait à David et à moi d'y assister ensemble. Le rassemblement chez tante Betty était plus petit que les événements familiaux typiques du passé, peut-être à cause de son état encore fragile. Quand David et moi sommes arrivés, nous avons été accueillis chaleureusement par la plupart, même si je pouvais sentir Karen regarder de l'autre côté de la pièce, son expression illisible. Tante Betty, assise dans un fauteuil inclinable avec ses jambes encore dans un plâtre, tendit les mains vers moi dès que je m'approchais. « Comment va notre petit guerrier ?» demanda-t-elle. Je lui ai montré des photos récentes de Noah, maintenant en train de se remplir et de ressembler davantage à un nouveau-né typique, bien qu'il soit encore petit pour son âge. « Il est incroyable » dis-je fièrement.
Les médecins sont très satisfaits de ses progrès. J'ai hâte de le rencontrer quand il sera prêt à recevoir plus de visiteurs, dit-elle, mais seulement quand tu diras que c'est le moment. J'ai retenu la leçon de laisser les autres dicter les relations familiales. Son regard appuyé vers Karen n'est pas passé inaperçu aux personnes présentes. L'atmosphère dans la pièce a légèrement changé, les conversations se sont calmées comme en prévision d'une confrontation. Je n'avais aucune envie de créer un drame lors d'un événement destiné à célébrer la guérison de tante Betty. Mais quand Karen s'est approchée de moi plus tard alors que je prenais un verre dans la cuisine, je savais que la conversation ne pouvait pas être évitée. « Votre bébé a l'air bien », dit-elle d'un ton rigide. Je suis contente que les choses se soient arrangées. Le rejet désinvolte de l'expérience traumatisante que nous avions endurée, la minimisation du combat de Noah pour sa survie comme quelque chose qui s'est simplement arrangé, a allumé une colère calme en moi. Il s'appelle Noah, dis-je calmement. Et oui, il va bien maintenant, malgré le fait qu'il a passé les 2 premiers mois de sa vie à l'hôpital sans le soutien de sa famille élargie à cause de tes mensonges. Je pense qu'il y a eu des malentendus des 2 côtés, commença-t-elle. Non, interrompis-je, gardant ma voix basse mais ferme. Il y a eu une tromperie délibérée de ton côté, et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier. Je ne m'attends pas à des excuses car je ne crois pas que tu penses avoir mal agi. Mais je veux être très clair sur quelque chose. Tu n'auras pas de relation avec mon fils à moins que tu ne reconnaisses le mal que tu as causé et que tu ne fasses de véritables réparations. Son visage rougit de colère. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon petit-neveu. Je suis de la famille. Être de la famille, ce n'est pas seulement une question de sang, Karen. C'est une question de confiance, de soutien et de soins sincères. Tu n'as montré aucune de ces choses. Alors oui, je peux et je déciderai qui a une place dans la vie de Noah, et pour l'instant, cela ne t'inclut pas. Je l'ai laissé debout dans la cuisine, rejoignant David dans le salon avec un nouveau sentiment de paix. Fixer cette limite avait été nécessaire, non seulement pour le bien de Noah, mais aussi pour ma propre guérison. Alors que nous nous préparions à quitter le rassemblement tôt pour retourner auprès de Noah, plusieurs membres de la famille se sont approchés pour demander quand ils pourraient le rencontrer. Au lieu de faire des promesses en l'air ou d'éviter la question, comme j'aurais pu le faire dans le passé, j'ai été direct. Nous limitons les visites pendant que son système immunitaire se renforce, mais nous organiserons une petite fête de bienvenue dans quelques semaines. Ceux qui nous ont soutenus pendant ce voyage seront invités. Le message était clair. Les relations avec ma famille à l'avenir seraient basées sur des actions, et pas seulement sur des titres familiaux. Certains ont compris immédiatement, acquiesçant en reconnaissance de ce qui avait été perdu et de ce qui devait être reconstruit. D'autres semblaient confus ou blessés, ne comprenant toujours pas pleinement comment leur absence pendant notre crise m'avait affecté. Dans les mois qui ont suivi, notre cercle familial s'est lentement élargi pour inclure ceux qui ont démontré un intérêt sincère pour le bien-être de Noah et le respect de nos limites en tant que parents. Mon père et Eleanor sont devenus des visiteurs réguliers, regagnant progressivement ma confiance grâce à une présence et un soutien constant. Jake est resté le membre le plus dévoué de notre famille, finissant par déménager définitivement à Seattle pour être plus près de nous. Tante Betty, une fois rétablie au point de pouvoir voyager, est venue rencontrer Noah en personne, apportant avec elle de vieilles photos de ma mère qu'elle pensait que je voudrais peut-être que Noah ait un jour. C'est lors de sa visite qu'elle m'a parlé davantage de l'histoire compliquée entre ma mère et Karen, m'aidant à comprendre que les racines du ressentiment de Karen étaient profondes et n'avaient que peu à voir avec moi personnellement. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, a souligné tante Betty. Mais parfois, comprendre le pourquoi peut aider à lâcher prise de la colère, même si vous ne laissez jamais cette personne revenir dans votre vie. Elle avait raison. Bien que j'ai maintenu la limite avec Karen, refusant de prétendre que tout allait bien pour le bien de l'harmonie familiale, j'ai progressivement relâché la colère que j'avais portée. C'était un fardeau que je ne pouvais pas me permettre de porter tout en élevant un enfant qui avait besoin de toute l'énergie positive que je pouvais lui fournir. Le premier anniversaire de Noah, marqué à la fois à sa date de naissance réelle et à sa date prévue, comme il est d'usage pour les prématurés, était une célébration de plus que sa vie. C'était une reconnaissance du voyage que nous avions tous entrepris, de la force que nous avions découverte et de la famille que nous avions créée, non seulement par la naissance, mais par le choix. En regardant autour de moi les personnes rassemblées dans notre maison, j'ai vu les infirmières de l'USIN qui étaient devenues de chers amis, les autres parents de prématurés qui avaient parcouru le chemin à nos côtés, mon frère qui s'était tenu à mes côtés quand d'autres ne l'avaient pas fait, mon père, qui avait mérité son retour dans nos vies, et David, mon partenaire tout au long de cette épreuve, tenant notre fils d'1 an en pleine santé.
C'était la famille, réalisais-je, non pas celle dans laquelle j'étais né, mais celle que nous avions construite à travers la crise et l'amour, à travers les limites et le pardon, à travers des choix intentionnels quant à qui méritait une place dans notre cercle sacré. L'expérience de l'usain avait failli me briser. Mais en me reconstruisant, j'avais créé quelque chose de plus fort qu'avant. J'avais appris à faire confiance à mon instinct, à défendre farouchement ce que j'aimais et à reconnaître que parfois les expériences les plus douloureuses mènent à la croissance la plus profonde. Noah grandirait en connaissant cette histoire un jour, non pas comme un récit de trahison familiale, mais comme un témoignage de résilience et du pouvoir de choisir son propre chemin. Il saurait qu'il était voulu, combattu et chéri dès son premier souffle. Il comprendrait que la famille est définie non pas par l'obligation, mais par l'amour et l'action, par ceux qui se présentent quand cela compte le plus. Alors que je le regarde maintenant faire ses premiers pas hésitants, babiller ses premiers mots, découvrir le monde avec émerveillement dans ses yeux, je suis reconnaissante du voyage difficile qui nous a amenés ici. Sans cela, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de créer la vie et la famille que nous méritions vraiment. Avez-vous déjà dû redéfinir ce que signifie la famille pour vous? Qui s'est présenté pour vous pendant vos moments les plus sombres, et vous ont-ils surpris? Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes. Merci d'avoir écouté mon histoire. Prenez soin de vous.